Alors bonsoir à tous, nous vous remercions d'être venus tous et toutes présentes ce soir. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Marion Boudier à la Théâtrothèque Gaston Batti pour nous parler et de son travail de dramaturge et de son compagnonnage avec Joël Pomera, à l'occasion notamment de l'édition du volume 2 chez Actes Sud d'Avec Pomera. Voilà, les deux volumes se ressemblent. Le volume 1, Un monde complexe, et le volume 2, L'écriture de Saïra, fin de Louis. Donc, je vais vous présenter rapidement Marion Boudier, et puis après, voilà, Marion vous expliquera son parcours, peut-être comment tu as rencontré Pomera. On va dérouler un petit peu le fil de cette aventure collective avec la compagnie Louis Brouillard. Et puis, on aura des temps d'échange ensemble, parce que je suppose que des questions vous brûlent les lèvres à propos de l'univers de Pomera. Donc, ce sera l'occasion d'interroger une proche collaboratrice, une personne au cœur de la création avec Pomera. Il ne viendra pas Pomera. Ah bah non, désolé. Non, il n'était pas prévu ce soir. Il est aux Amandiers parce qu'il assiste tous les soirs aux représentations de contes et légendes. Parce qu'il continue à faire des notes et à travailler avec ses acteurs et ses actrices. Donc il est au spectacle. Alors, je vous dis quelques mots pour vous présenter Marion Boudier. Donc, Marion Boudier est maître de conférence en études théâtrales à l'université d'Amiens. Et je la remercie d'autant plus d'être là ce soir, puisque les événements politiques dans les universités actuellement créent pas mal de tumulte et d'agitation. Il y a des gros blocages en ce moment à l'université d'Amiens. Donc, merci Marion d'avoir fait le déplacement jusqu'à Paris. Pour vous situer un petit peu les travaux de Marion en amont de son travail de dramaturge, Marion est l'auteur d'une thèse en études théâtrales sur la représentation du monde sans jugement, réalisme et neutralité dans la dramaturgie moderne et contemporaine. Et Marion, je crois que tu as déjà travaillé dans ta thèse sur l'œuvre de Pomera, Winawer, Lars Noren et Hirata, c'est ça. Donc tu as longtemps travaillé déjà pendant tes recherches doctorales sur la question de la représentation du réel, qui est vraiment aussi au cœur de la pratique de Joël Pomera, dont on pourra parler ensemble. Qu'est-ce que c'est que le réel au théâtre? Comment on l'écrit? Comment on le met en scène? Enfin, je pense que ça peut être une piste de discussion ensemble. Je dois dire aussi que tu accompagnes Joël Pomera depuis 2013. Donc maintenant, c'est une aventure quand même au long cours avec la compagnie. Donc j'ai évoqué tout à l'heure rapidement la sortie de ces deux ouvrages. Marion a aussi fait les postfaces de 3 pièces de Joël Pomera, Cendrillon, Pinocchio, et souffle-moi la dernière, et Le Petit Chaperon Rouge. Les 3 contes. Voilà, l'univers des contes. Donc Marion, je te laisse la parole peut-être pour nous raconter un peu comment s'est noué le lien avec Pomera, peut-être à partir de tes recherches doctorales ou après. Oui. D'accord. Tout à fait, puisque ça a commencé comme cela, par une thèse. Donc merci en tout cas pour cette présentation et pour cette invitation. Et je te le disais tout à l'heure en arrivant, mais en fait c'est très fort pour moi d'être à Gaston Batti. C'est un endroit où je suis beaucoup venue étudier, travailler, lire. Je n'étais pas étudiante à Paris 3, mais j'y venais souvent parce que cette bibliothèque, c'est vraiment une magnifique ressource. Et j'ai suivi aussi en auditrice libre des cours de Joseph Danan, sur la dramaturgie notamment. Et donc, un peu au même moment, au moment où je rédigeais ma thèse, où je rencontrais Joël Pomera, j'écoutais Joseph Danan nous expliquer ce que c'est que la dramaturgie. Et donc, en fait, tout ça s'est noué de manière d'abord un peu inconsciente chez moi. et voilà, donc j'ai rencontré le théâtre de Joël Pomera au début des années 2000. Je pense que la première pièce que j'ai vue, c'est D'une seule main, qui fait partie d'une trilogie avec Au Monde et Les Marchands. J'étais dirigée dans ma thèse par Jean-Loup Rivière, qui est décédé il y a 1 an à peu près, qui était un universitaire très, très singulier, original, et qui m'avait toujours dit travaille sur ce que tu aimes. Et donc j'avais envie de rencontrer des auteurs et des metteurs en scène contemporains, vivants. J'avais envie de les interviewer. J'étais interpellée par ce que je voyais au théâtre. Beaucoup de spectacles qui s'emparaient de questions contemporaines, de questions d'actualité. Et j'entendais Joël Pomera parler de sa quête du réel, parler de réalisme, alors que cette notion était un petit peu tombée dans un purgatoire critique. En tout cas, à l'université, on se méfie un petit peu du réalisme qu'on associe rapidement au naturalisme un peu photographique,
des tentatives de Zola ou d'Antoine dans l'histoire du théâtre au XIXe siècle, ou qu'on associe au réalisme socialiste, ou qu'on associe à la télé-réalité. Enfin voilà, c'était une notion pas si simple en fait à utiliser. Et c'était un défi pour moi finalement d'essayer de redécouvrir cette notion, de voir si elle était encore valable, comment elle s'était déplacée, évidemment avec le réalisme critique de Brecht. Voilà, j'avais envie de me lancer dans cette enquête, donc par rapport à l'expérience de spectatrice, et ensuite par rapport à des affinités vraiment, puisque Jean-Loup Rivière m'avait dit de travailler sur ce que vous aimez. Donc dans le corpus de cette thèse, voilà, comme Céline l'a rappelé, j'ai travaillé sur le travail de Joël Pomera, de Michel Vinaver, d'un auteur japonais qui s'appelle Orisa Hirata et du suédois Lars Noren. Voilà. Et j'aime les questions un peu polémiques, j'aime les apories, donc j'avais déjà le réalisme. Et puis je remarquais aussi que ces auteurs, que j'ai inscrits dans une lignée un petit peu tchécovienne, avaient tendance à suspendre leur jugement, à pas diffuser de messages ou de discours trop explicites. Ils représentaient le réel, mais sans nous donner vraiment de mode d'emploi ou d'interprétation de ce réel. Donc j'ai décidé de travailler aussi sur la notion de neutre, le neutre selon Roland Barthes. D'où ce titre à rallonge lu par Céline. Voilà, la représentation du monde sans jugement, réalisme et neutralité dans la dramaturgie moderne et contemporaine. Voilà. Et pendant cette recherche, j'ai interviewé plusieurs fois les auteurs que j'ai cités. J'ai rencontré Joël Pomera et on s'est tout de suite bien entendu autour de cette idée de suspension du jugement. Voilà. C'est la première fois aussi que quelqu'un abordait son théâtre par cette entrée-là. Donc on s'est bien entendu. J'ai pu observer des répétitions en 2010 sur la grande et fabuleuse histoire du commerce. Et ensuite, en 2012, j'avais fini ma thèse et Cendrillon, son adaptation de Cendrillon, a été inscrite au programme du bac théâtre. Et donc, il cherchait quelqu'un pour écrire sur Cendrillon et pour intervenir auprès des enseignants et des lycéens. Donc, il m'a sollicité à ce moment-là, ce qui a resserré un peu la relation. Et finalement, vraiment, un jour, il m'a appelé pour me demander si je voulais être sa dramaturge. Quand je le raconte, je m'en étonne un peu moi-même, parce que j'aurais jamais osé lui formuler la demande. Mais quand je dis ça, je pense à Michel Vinaver, qui est un auteur qui a été très important aussi dans mon parcours et qui cite un maître de tir à l'arc zen, Érigel. Il dit « Je ne vise pas, je m'applique à bien tirer ». Et ça, c'est quelque chose que je répète parfois à mes étudiants quand ils ont tellement envie d'approcher des professionnels, de trouver des stages, de rentrer dans un réseau, qu'ils sont un peu trop offensifs finalement, alors que parfois, en faisant bien son travail, en faisant ce qu'on aime, sérieusement, les rencontres se produisent. Voilà. Il se trouve que cette absence de volontarisme, il est très présent chez Pomera aussi. Voilà. D'être d'abord dans la recherche, dans le travail, sans préjuger de ce qu'on va trouver. Et sans trop savoir même ce qu'on cherche. Voilà, donc notre rencontre, c'était un petit peu en accord avec cet état d'esprit qui guide son travail. Quand il m'a sollicité, c'était un moment où il atteignait déjà une certaine notoriété. Il avait plusieurs spectacles qui tournaient en même temps. Il avait besoin de quelqu'un pour centraliser un petit peu une partie du travail. Je ne sais pas si je vous rappelle rapidement les spectacles de Joël. Il crée sa compagnie en 1990. La compagnie s'appelle Louis Brouillard. C'est une sorte d'oxymore. Louis, un prénom lumineux, royal, opposé au brouillard. C'est aussi un jeu de mots avec Louis Lumière, inventeur du cinéma. Cette espèce de fantasme de réinventer le théâtre, comme les frères Lumière ont inventé le cinéma. Et il crée des spectacles avec un noyau dur de compagnons, Éric Soyer pour la lumière, la scénographie, Isabelle Dessin pour les costumes, François Lémarie pour le son, et des acteurs qui l'accompagnent pour certains depuis les années 90. C'est important, cette fidélité et cette durée pour la compagnie. Il commence à être vraiment reconnu à partir de 2006. Il fait l'ouverture du Festival d'Avignon. Voilà, donc là, il est connu d'un plus large public.
Il y présente Le Petit Chaperon Rouge, le premier conte qu'il a adapté. Ensuite, il a adapté Pinocchio en 2008 et Cendrillon en 2011. Et il y présente aussi au Festival d'Avignon en 2006 Au Monde et Les Marchands. Voilà. Les Marchands a été repris à l'Odéon en 2012 ou en 2013. C'est un spectacle qui a vraiment surpris par sa forme, puisque le texte est dit en voix off. La narratrice fait partie des personnages au plateau, mais on entend le texte, son récit en fait, en voix off. Et la scène est une succession d'images, de scénettes, qui viennent plus ou moins illustrer ce que cette voix off raconte. C'est un principe formel qui a marqué. Est-ce que tu peux peut-être nous donner, dans ces étapes de construction de l'œuvre de Pomera, des repères un peu typologiques, parce que finalement il y a des cycles. Est-ce que tu peux nous décrire un peu l'œuvre de ce point de vue-là? Donc il y a des cycles qui apparaissent aussi un peu de manière rétrospective finalement. Bon, en tout cas, il y a la réécriture des contes, les 3 que j'ai cités. Il y a un cycle, oui, on pourrait dire, autour du travail, donc, qui commence avec Les Marchands, qui se continue avec La Grande et Fabuleuse Histoire du Commerce, puis avec Ma Chambre Froide, autour de la valeur travail. Comment voilà, cette espèce de représentation collective très forte en plus. C'est les moments où Sarkozy nous répète que le travail rend digne, etc. Voilà, comment cette idéologie, cette valorisation du travail influence les individus, la représentation que les individus ont eux-mêmes, leur propre rapport au travail, leur aliénation au travail. Dans Ma Chambre Froide, tout d'un coup, ce sont des employés à qui le patron cède son entreprise. Donc, comment ils font? Ils n'ont pas envie de devenir patron, mais ils le deviennent malgré eux. Comment ils vont s'organiser par rapport à la gestion de cette entreprise? On pourrait nommer aussi un cycle plus intime sur la famille ou les liens affectifs. Donc là, je mettrai 7 enfants, une pièce de 2003 recréée en 2006. Je mettrai aussi la réunification des 2 Corées de 2013, qui a été reprise encore récemment. En plus, ce sont 2 pièces fragmentaires. C'est des pièces que j'appelle mosaïques, qui ne déploient pas une histoire, un récit, mais qui proposent un ensemble de scènes qui se font écho ou qui fonctionnent en contrepoint. Voilà. Et puis, il y a Ça ira, en fait, créé en 2015. Mais en fait, dès 2013, moi, je commence à travailler pour Ça ira. C'est pas le tout début de ma collaboration, mais très vite, c'est ce projet qui l'emporte et qui représente un peu un tournant dans l'œuvre de Joël Pomera, parce il se démarque vraiment de l'intime avec Ça ira, et il s'ouvre à la représentation du milieu politique, puisque Ça ira retrace le début de la Révolution française, des années 87 aux années 91 à peu près. C'est une pièce de très grande ampleur avec 14 comédiens au plateau, avec un dispositif ouvert vers la salle, donc assez englobant. Les acteurs sont dans la salle et ils parlent parmi vous. Vous, spectateurs, vous devenez des membres de l'Assemblée. Alors que dans les spectacles précédents, il y avait plutôt un travail sur le plateau nu et la boîte noire, et des images qui apparaissent. Voilà, Ça ira rompt avec cette esthétique et prend une ampleur historique et symbolique très, très forte. Voilà, Contes et légendes semble revenir à un théâtre plus intime qu'on pourrait mettre dans la filiation de 7 enfants ou de la réunification des 2 Corées. Voilà, parallèlement, Joël Pomera fait aussi des créations à l'opéra. Donc j'ai pu travailler sur son adaptation de sa pièce Pinocchio en opéra avec le compositeur Philippe Bousmans, et sur la création de L'Inondation avec le compositeur Francesco Filidei, qui a été présenté là à l'automne à l'Opéra Comique. Voilà, et je ne cite pas en fait ce qui fait une grande partie de mon travail, c'est-à-dire les hypothèses et les projets abandonnés. Voilà. C'est quelqu'un qui est tout le temps en recherche, au travail. Et donc, comme mon travail, c'est de chercher pour lui, c'est de lire pour lui beaucoup. Voilà, il ouvre sans arrêt des pistes qui ne sont pas forcément abouties. Est-ce qu'on peut peut-être préciser le rôle du dramaturge? Parce que dramaturge, c'est un mot en Allemagne qui est très utilisé. Tu as parlé de brechtisme,
peut-être d'anti-brechtisme tout à l'heure avec le réel. Peut-être on peut revenir sur ce mot de dramaturge et à la française, hein, qu'est-ce qu'on entend par ce métier de dramaturge? Oui. Alors, en fait, cette question de la dramaturgie, ça a été un peu aussi ce qui a déclenché mon envie d'écrire le tome 2 sur l'écriture de Ça ira fin de lui, où c'est un récit presque au jour le jour du processus de création et de mon travail de dramaturge, qui me permet aussi de raconter ce que je fais, puis de prendre un peu de recul pour essayer de théoriser, en tout cas de transmettre cette pratique. Alors que dans le tome 1, c'était plus issu de mon travail de thèse. Donc le tome 1, c'est une synthèse sur la manière de travailler et sur les grandes thématiques et sur cette question du réel et du jugement. Alors, pour répondre à ta question sur le métier du dramaturge, à la française, la dramaturgie à la française, la cinquantaine décomplexée, c'est le titre d'un article d'un autre grand dramaturge qui a été un peu un de mes maîtres. Il y a eu Jean-Loup Rivière, mais c'est Yannick Mansell qui avait écrit un article sur la dramaturgie à la française. Parce qu'effectivement, c'est un métier qui vient plutôt d'Allemagne, dramaturge en allemand. En allemand, il n'y a pas d'ambiguïté puisqu'on a deux mots distincts pour désigner l'auteur, Dramatiker, auteur, et le dramaturge qui est une sorte de conseiller littéraire ou d'assistant du metteur en scène. Traditionnellement, on définit la dramaturgie comme un travail d'accompagnement de la mise en scène, ou comme le dit Bernard Dort, qui est un théoricien du théâtre que j'aime beaucoup, qui était aussi enseignant à Paris 3. On a ses archives ici. Ouais. La dramaturgie, c'est la pensée du passage du texte à la scène. Voilà. Donc souvent, le dramaturge travaille en amont, en collaboration avec le metteur en scène, autour de la pièce qui doit être créée. Donc le dramaturge va être un herméneute, il analyse le texte, il explore les thématiques du texte, il intervient parfois sur la traduction ou le choix d'une traduction. Il y a de nombreux dramaturges qui sont aussi traducteurs. Je pense à Alexandra Morera, qui est là aussi. Et donc ce travail en amont est parfois présenté au tout début des répétitions à travers un dossier qui peut être distribué à l'équipe ou à travers des séances de travail à la table ou lors d'une lecture collective du texte. Voilà, le dramaturge est là pour répondre aux questions que pourraient avoir les acteurs sur certains points de signification ou certains choix interprétatifs que va faire le metteur en scène, puisque le metteur en scène élabore sa lecture du texte. C'est une seconde écriture qui vient renouveler l'œuvre. Voilà. Et le dramaturge, une fois que les répétitions commencent, prend un peu de recul et devient souvent le premier spectateur. Premier spectateur qui va pouvoir faire part de ce qu'il voit, nommer ou non ce qu'il voit, imaginer, anticiper un peu sur la réception à venir. Alors, c'est pas du tout le travail que je fais avec Joël Pomera, étant donné que Joël Pomera n'écrit pas ses pièces avant de les mettre en scène. C'est pour ça qu'il se qualifie d'écrivain de spectacle, ou on dit parfois auteur-metteur en scène, avec un tiret entre les deux mots, pour montrer que c'est une même entité. Donc il écrit en même temps qu'il répète. Il écrit pendant les répétitions, il écrit en même temps qu'il élabore la mise en scène. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un point lexical? C'est oui. Comme voilà, on a des étudiants aussi en études théâtrales ici. Est-ce que tu raccrocherais Pomera aux écrivains de plateau? Enfin, je pense que tu m'as vu venir avec mes gros sabots, mais... Si, tout à fait. Bruno Tackles a écrit toute une série d'ouvrages publiés au Solitaire Intempestif qui s'appelle Écrivains de plateau, et ouvrages consacrés à des artistes très divers. Il y a Vasiliev, il y a Mouchkine, il y a Rodrigo Garcia. En tout cas, le point commun serait que l'écriture vient de la scène. Le texte vient d'abord de la scène. Il n'est pas préalable à ce qui se passe au plateau avec les acteurs, notamment. Ça rejoint en fait le rêve de Artaud, d'écrire directement depuis la scène. Voilà, c'est contre une vision un peu texto-centriste, comme on dit, du théâtre, qui a eu tendance à valoriser la pièce écrite, à valoriser le texte par rapport aux autres éléments. En fait, ça vient très très loin, parce que Aristote lui-même, pardon pour ces petits rappels, mais Aristote lui-même, dans sa poétique,
écrit que la tragédie peut produire ses effets sans obsis, sans spectacle, sans les concours et les représentations. Voilà. Et on a longtemps classé le théâtre dans la poésie dramatique. Donc d'abord la langue. Donc Artaud est un des premiers grands contestataires de ce textocentrisme. Et voilà, on pourrait inscrire Pomera et d'autres dans cette lignée. C'est-à-dire que pour Pomera, le texte n'est pas premier. La présence de l'acteur, l'intensité d'une lumière, un son sont aussi importants et sont des éléments avec lesquels il écrit. Il écrit avec tous les éléments de la scène et pas seulement avec les mots. Les mots sont un élément parmi les autres. Donc, quand les répétitions commencent, il n'y a pas de pièce écrite. Il y a un peu de texte, ceci dit, puisque Pomera prend beaucoup de notes. C'est souvent à travers ces notes qu'il communique avec ses collaborateurs, éclairagistes, costumières, moi-même. Donc, il a des notes qui ne sont pas du tout classées, pas du tout hiérarchisées. Hein. C'est des intuitions qu'il jette sur le papier. C'est très hétérogène. Il y a des références de livres, il y a des envies de personnages, il y a des bribes de répliques. Et donc après, chaque collaborateur voyage dans ses notes et sélectionne un peu ses pistes de recherche. Donc les notes, c'est vraiment un matériau offert au collectif. Oui, hein. ouais, voilà. Alors elles sont pas données en intégralité aux comédiens. Parfois, il en donne un fragment. Elles sont plutôt données aux collaborateurs artistiques. Voilà. Donc ça, c'est une nuance importante parce que, en fait, Joël Pomera considère que ces notes sont déjà de l'écriture. Donc, il y a quand même du texte, mais pas sous la forme d'une œuvre dramatique au départ. Et donc, pour revenir au déplacement que cela opère sur la dramaturgie, étant donné qu'il n'y a pas de texte au préalable, que le texte sera le résultat des répétitions, sera le résultat du spectacle, je ne peux pas, moi, faire un travail classique, entre guillemets, de dramaturgie, où je viens analyser le texte, l'expliciter. Voilà. Donc, j'ai employé cette expression de dramaturgie prospective, pour me démarquer de la dramaturgie du texte un peu classique, pour désigner le fait que je cherche et je produis et je rassemble une matière qui va permettre à l'écriture de se développer. Donc j'accompagne l'écriture en lui fournissant de la matière, en fait, des combustibles, on pourrait dire, puisque rien de ce que je donne ne se trouve dans le spectacle. Après, tout est transformé à travers les improvisations, différentes couches d'écriture, etc. Mais donc, en fonction des premières notes de Joël Pomera, voilà, je lis beaucoup, je vois des films, je cherche des documentaires, je rassemble des images pour constituer un matériau inspirant, plus ou moins inspirant. En fonction de ce que je produis, d'autres idées naissent. Donc, il me demande d'ouvrir de nouvelles recherches, etc. Voilà, cette idée de prospection, d'enquête, de recherche. Ensuite, cette dramaturgie prospective, c'est pas seulement fournir du matériau, c'est pas seulement un travail de documentaliste, en fait, puisque c'est vraiment très proche de la scène, au jour le jour, parfois. Donc c'est aussi accompagner les transformations de ce matériau documentaire, le préparer parfois pour qu'il soit facilement utilisable par les acteurs, le réagencer, le compléter, réfléchir à une méthodologie de travail aussi avec ce matériau. Ça a été particulièrement important pour la création de Saïra 1 fin de Louis, puisque Joël Pomera voulait repartir des faits, il ne voulait pas s'embarrasser des interprétations de la Révolution française et de cette polarisation politique très forte qu'on a des lectures de cet événement un peu mythique pour nous. Donc il voulait vraiment repartir des événements au jour le jour et il voulait repartir des discours, des idéologies. Donc une grande partie du matériau documentaire que j'ai rassemblé, ce sont des extraits de discours issus des archives parlementaires ou de mémoires ou de journaux. Mais ensuite, bon voilà, qu'est-ce que fait l'acteur avec ce discours? Enfin, comment il travaille? Est-ce qu'il doit l'apprendre par cœur? Non, puisqu'il n'était pas non plus question de représenter des personnages historiques. Il était question de réanimer, de redonner vie aux idéologies et aux débats d'idées. Donc voilà, peu à peu, on a élaboré cette méthodologie qui était que l'acteur
prenez connaissance de l'archive, retenez ses grands arguments, réfléchissez à l'énonciation, au contexte. Est-ce que c'est un texte qui s'oppose? Est-ce que c'est un texte qui revendique? Voilà. Et ensuite, à partir de cette lecture un peu précise, l'acteur devait venir, pendant les répétitions, réimproviser un discours. Voilà. Donc, pas du tout réciter un texte appris, mais réinventer, avec ses propres mots à lui, un discours inspiré des arguments du texte source. C'est-à-dire que c'est pas du tout 1789 de Mouchkine, où on reproduit un morceau d'histoire en le faisant vivre au spectateur. Non. Dans Ça ira fin de Louis, il y avait vraiment la volonté de rendre le passé présent. C'est une expression qu'employait Joël Pomera. De rendre le passé présent et donc de contemporanéiser la langue, les costumes, les espaces, tout en continuant à parler de 1789, mais de révéler un peu qu'est-ce qui, dans cette période, était encore des questions pour aujourd'hui. Voilà. Et ce qui est passionnant à observer, puisque le spectacle, il a tourné pendant plus de 2 ans, il est question qu'il soit repris encore. Il y a encore des demandes à l'étranger, notamment. En fait, ce récit révolutionnaire est resémantisé à chaque fois par l'actualité, par le pays dans lequel on joue. Enfin, voilà. Les questions de la représentation collective, les questions de la violence. Enfin, à chaque fois, ça résonne différemment. En fonction de... Comme tu as beaucoup travaillé sur Vinaver, c'est un peu le principe de la navette mythique qui fait l'aller-retour entre l'histoire, l'actualité. C'est un peu la même idée. Tout à fait. Ouais. Donc voilà, cette dramaturgie prospective, donc produire un matériau, accompagner ses transformations, trouver une méthodologie, voilà, elle continue pour Ça ira, elle a continué pendant toutes les répétitions, donc vraiment chaque jour, en fonction des situations abordées, en fonction des personnages qui commençaient à s'écrire, des besoins surgissaient, des besoins d'information, etc. Donc en collaboration avec un historien, Guillaume Mazot, on fournissait des archives, des documents, pas seulement des archives historiques d'ailleurs, puisqu'on a fait aussi beaucoup d'anachronismes et d'analogies pendant le travail, assez peu dans le spectacle, même si tout est contemporain, il y a des anachronismes évidemment, puisque des femmes jouent des députés, donc ça c'est impossible, c'était impossible en 1789, mais bon, on n'avait pas l'idée de faire des clins d'œil à la politique actuelle dans le spectacle. Mais en tout cas, pendant les répétitions, on a pu étudier d'autres révolutions plus proches de nous. Il y a le printemps arabe. On a pu replonger dans des AG de mai 68. Enfin voilà, pour chercher des états, en fait, pour retrouver cette énergie, cette intempestivité du débat. Pour Contes et légendes, la dramaturgie prospective a été en fait plus courte. Je dirais on a répété un peu plus de 4 mois. À partir du 2e mois de travail, c'était plus tellement nécessaire parce que c'est un spectacle qui est aussi moins fondé sur la parole, même si les personnages parlent beaucoup. Mais il y avait une énorme recherche de présence à faire. Donc vraiment une recherche qui partait du corps des comédiennes, une certaine qualité de mouvement, la rythmique de la marche ou de l'élocution pour le robot. Voilà. Les situations aussi décrites demandaient moins de documentation. Une fois que j'avais tout fourni sur la robotique et sur les grandes thématiques adolescentes, de la virilité, de la violence, ensuite c'est des impros dans lesquels les acteurs peuvent aller en étant moins préparés parce que les relations parents-enfants, enfin voilà, ils peuvent plus s'appuyer sur un vécu ou des choses qu'ils peuvent observer facilement. Voilà, moi le moment que je préfère, c'est en fait les ateliers avant les répétitions. Ça, parce que Joël Pomera organise toujours des ateliers laboratoires avant les répétitions. 2 ou 3 mois d'ateliers. Ce qui lui permet aussi de compléter son équipe de comédiens. Donc pendant ces ateliers, des rencontres peuvent se produire et qui aboutissent à l'embauche d'un ou d'une comédienne. Mais ça, c'est vraiment le moment de tâtonnement le plus intense où vraiment toutes les pistes qu'on a ouvertes sont testées au plateau et où petit à petit les pistes documentaires vont s'affiner, vont se préciser.
Mais j'aime beaucoup, voilà, le début, le grand déballage du début. Cette espèce d'exaltation et d'angoisse que ça produit en même temps. Voilà. Donc en fait, j'ai pas du tout suivi le plan que j'avais prévu, mais c'est très bien. J'ai quand même dit beaucoup de choses. Voilà, pour compter les gens, je précise que pendant ces ateliers de laboratoire, en fait, c'est toute une nouvelle équipe qui a été recrutée, puisque les, entre guillemets, fidèles de Joël Pomera, ils étaient tous pris par d'autres spectacles, par Saïra ou par Pinocchio, Chaperon Rouge, qui tourne encore. Donc ça, c'est un déplacement important. C'est lié aussi au vécu de Joël Pomera, qui après Saïra a eu un petit surmenage, un petit doute en fait sur son envie de continuer à faire du théâtre. Et cette envie est revenue. Ne me demandez pas pourquoi, hein. Vous aurez compris qu'il y a beaucoup d'intuition dans la relation et dans le travail avec Joël Pomera. Il a eu tout d'un coup envie de se remettre à faire un spectacle à partir de l'enfance. Il a eu envie de voir des enfants sur une scène. Pour jouer des enfants, étant donné qu'il est dans une recherche d'effet de réel, pour ne pas dire réalisme, en tout cas de crédibilité, de reconnaissance, il avait besoin de trouver des corps qui seraient justes. Donc il a pour les ateliers préparatoires invité des comédiennes de moins de 35 ans et de moins d'1,55 m. C'était très précis. Voilà. Donc qui serait plus crédible dans la représentation d'enfants. L'idée de départ de représenter des enfants en 8-10 ans a été assez vite abandonnée. C'est très dur en fait de représenter des âges si jeunes. Donc on est allé vers les pré-ados et les adolescents. Les ados naissants, comme disent certains sociologues. Voilà. Entre les pré-ados et les adolescents, il y a les ados naissants. Et donc, en fait, en travaillant, j'anticipe là, j'imagine, sur d'éventuelles questions, mais arrêtez-moi parce que le fil se déroule tout seul, n'hésitez pas. Bien. Très très bien. En travaillant sur ces, merci, en travaillant sur ces adolescents, en demandant aux comédiennes de se métamorphoser en jeunes garçons, et ben très vite la question du genre qui est assez centrale dans le spectacle, si vous l'avez vu, la question du genre s'est imposée. Elle s'est doublement imposée parce que quand on se documente un peu sur les problématiques adolescentes, ça vient très vite. Question de violence, de genre, bon, le rapport aux parents bien sûr aussi, question de sexualité, enfin voilà, c'est une question qui est très vite posée. C'est un moment fondamental de la construction de l'identité. Et puis, cette question était aussi posée théâtralement par le plateau. Parce que qu'est-ce que ça veut dire de dire à une comédienne non, là, ton garçon, il n'est pas crédible, tu joues pas bien le garçon. Donc, du coup, c'est quoi jouer bien un garçon? C'est quoi un garçon? C'est quoi les attributs de la virilité? Voilà. Et le robot, vous posez sûrement la question du robot, si vous avez vu le spectacle. Le robot n'était pas dans les grandes notes de départ, n'était pas forcément la grande thématique proposée par Joël Pomera. C'était vraiment l'enfance, les enfants maléfiques, les enfants dans des milieux un peu défavorisés, la violence, donc c'était très présent. Et le robot a surgi tout d'un coup, comme ça, au bout de quelques jours d'atelier. Il se trouve que j'avais déjà fait des recherches sur la robotique pour un projet d'opéra abandonné. Donc ça m'a permis d'être réactive quand même assez vite. Et je pense que cette question du robot est née autour d'un questionnement qu'on a eu sur l'enfant idéal. Est-ce qu'un enfant robot, ce serait un enfant idéal? Voilà. Et ensuite, la question du robot. Le robot pose aussi la question du genre, puisque plusieurs roboticiens se demandent en fait, si on accepte de faire des robots ressemblants, des robots réplicants, androïdes, comment les genrer? Est-ce que le robot pourrait être aussi un troisième sexe ou un genre neutre? Voilà. Donc en fait, c'est comme ça que ça se passe dans le travail. Petit à petit, différentes recherches se croisent, les choses s'amalgament. Et une situation qui en improvisation était une situation de conflit parent-enfant, conflit entre copains,
tout d'un coup fusionne avec une situation de présentation de robots et voilà, les choses s'empilent et ça crée cette impression de densité qu'on peut avoir dans le spectacle. Parce que c'est des centaines de situations qu'on a explorées, répétées, improvisées avant d'arriver à la dizaine qui vous est présentée. C'est un peu le principe des palimpsestes, hein. En fait, Oui. c'est des couches d'écriture qui s'empilent, puis après ça se tasse un peu et il reste qu'une partie visible seulement du travail. Oui, le palimpseste, c'est un mot important pour décrire le travail de Joël Pomera. Ça désigne le palimpseste. Le palimpseste, en fait, c'est l'action de réécrire sur un parchemin. Et donc, on voit en transparence l'ancien texte. Et plus généralement, Gérard Genette, théoricien de la littérature, désigne l'intertextualité par ce mot de palimpseste. La réécriture, l'adaptation. Voir le sous-texte. Donc le palimpseste, la réécriture et l'adaptation sont très présentes dans cette démarche de Joël Pomera à différents niveaux. Bon, il y a les réécritures de contes, déjà voilà, s'emparer d'un récit existant pour le réécrire, l'adapter, l'actualiser en général. Joël Pomera lui-même a reconnu que Au Monde était écrite sur le parchemin des Trois Sœurs de Tchekhov. Et puis moi j'emploie cette notion de palimpseste en la déplaçant un peu, en employant l'expression palimpseste documentaire, parce que en fait Joël Pomera réécrit tout le temps par-dessus des documents, par-dessus de la documentation, par-dessus voilà, des témoignages issus du réel. Voilà. Et dans le travail même, cette notion de palimpseste opère, puisque c'est une écriture qui s'élabore par couches, par strates successives, avec la mémoire des improvisations qui ont déjà eu lieu. Donc effectivement, les scènes sont sans arrêt réécrites. Voilà, pour vous décrire de manière schématique le travail. Joël Pomera a une méthode principale qui est l'improvisation dirigée. Donc il décrit une situation à ses comédiens. Parfois, il distribue les comédiens-comédiennes dans des positionnements. C'est pas encore des personnages, vraiment. Voilà, mais c'est des positionnements, des réactions ou des questionnements. Parfois, il leur dit rien. Ça dépend. Et puis voilà, les acteurs se lancent dans l'improvisation. À mesure, Joël Pomera précise des éléments, précise un peu mieux le cadre, le positionnement d'un tel ou d'une telle, fait entrer ou sortir quelqu'un. Voilà, une improvisation, ça peut durer des heures, ça peut durer des jours, c'est repris sur plusieurs jours. Et puis à partir de cette expérience très concrète, sensible, visuelle, puisque c'est en costume les improvisations, c'est dans une certaine lumière, il peut y avoir déjà du son. Donc à partir de ce contact très concret avec la scène, Joël Pomera va écrire un premier jet de dialogue. Ensuite, soit il donne ce premier jet aux acteurs en leur demandant de réimproviser à partir de ce premier jet. Voilà. Soit seulement il leur lit, il leur demande jamais d'apprendre ce premier jet, puisque voilà, à partir du premier jet, il y a une nouvelle improvisation qui a lieu et il va réécrire ensuite. Et donc les scènes que vous voyez dans les spectacles, quand elles sont finalement écrites, après une série d'improvisations, après que les personnages aient été identifiés, nommés, situés, les rapports de force clarifiés, elles durent 25-30 minutes. Et donc il y a tout un travail de condensation qui est très important, où il va couper, réduire les scènes. Il n'y en a pas une qui fait plus de 10 minutes dans Conter les légendes. Voilà. Et donc tout ce travail de coupe, de condensation, c'est en fait extrêmement important dans le processus parce que les acteurs, ils sont habités aussi par cette scène beaucoup plus longue, par toutes ces phrases qui ont été coupées. Enfin voilà, ça leur fait un historique, ça leur fait une biographie secrète. Et c'est ce qui, je pense, renforce l'impression de justesse ou de naturel qu'on peut avoir face aux situations proposées par Joël Pomera.
Et du coup, Et- comme on a ouais, parlé c'est- des temporalités de la création, Pomera, il y a quand même du coup des durées Mm. assez longues. Il y a vraiment un Oui. processus assez long. C'est pas 3 pièces par an, il y a quand même Non, non, les non. choses sont étalées quand même dans Mais la à durée. certaines époques, c'était une, voire plus par an. Dans le récit de l'histoire de la compagnie, il a fait la promesse, le jour de ses 40 ans, de faire avec ses acteurs une pièce par an pendant 40 ans. Donc ça fait un peu plus de 10 ans maintenant qu'il a fait cette promesse et il l'a quasiment tenue. Bon, il y a eu une pause après Ça ira, mais comme certaines années, il avait fait 3 spectacles. On peut dire qu'il a presque fait une pièce par an. Il travaille beaucoup, il travaille tout le temps. Pas beaucoup de séparation entre l'art et la vie pour lui. Euh, et, et donc, il a effectivement réussi à imposer un mode de répétition, un mode de production qui sont assez singuliers dans le paysage français. Puisque, en général, une pièce de théâtre, on la répète 6-7 semaines. Et puis ensuite, on la joue 2-3 semaines. On a une tournée, dans le meilleur des cas. Mais 6-7 semaines, c'est court pour créer un spectacle. Joël Pomera, je vous l'ai dit, c'est entre 4 et 6 mois de répétition. 9 mois pour Ça ira. Étalé sur 2 ans en tout. Donc vraiment, oui, il étire le processus. Bon, ça s'explique, étant donné que le texte n'est pas déjà écrit. On pourrait dire, c'est normal, c'est les 2 temps qui s'accumulent, temps du texte, temps de la mise en scène. Mais c'est lié vraiment à son goût pour la recherche, à sa revendication du temps que demande la recherche, du tâtonnement qu'est la recherche. Il faut pouvoir prendre des mauvaises pistes, il faut pouvoir expérimenter. Et donc au début, ces acteurs étaient un peu bénévoles ou payés au forfait sur les répétitions dans ces temps très, très étendus. On a bien sûr le magnifique système de l'intermittence aussi qui permet aux acteurs parfois de prendre des temps comme ça d'exploration qui sont moins rémunérés, voire pas rémunérés. Là, depuis un moment, quand même, tous les temps d'exploration, de répétition chez Pomera sont rémunérés. Donc, c'est aussi des budgets de production importants. Voilà. Et pour lever ces fonds, il y a bien sûr toute l'aide du théâtre public, des lieux qui accueillent, qui mettent des espaces équipés à disposition, qui mettent des plateaux à disposition, qui produisent avec de l'argent pour salarier les gens. Mais il y a aussi les ressources propres de la compagnie. Et les ressources de la compagnie viennent des tournées. Donc ces spectacles qui sont répétés très longtemps, Joël Pomera a aussi le souci de les faire vivre très longtemps. Donc il tourne des mois, des années en fait. Voilà. On arrive un peu à un cercle vicieux où, à force d'être en tournée, les acteurs ne sont plus disponibles pour créer. Voilà. Ce qui explique en partie, mais pas seulement, je vous l'ai dit, la constitution de cette nouvelle équipe pour Contes et légendes. Mais voilà, le souci de maintenir un répertoire vivant, d'avoir un répertoire de compagnie et de le maintenir vivant. Joël Pomera ne dit pas le mot reprise, il dit le mot réveil. De temps en temps, il va réveiller ses pièces. Et à l'occasion de ces réveils, il se peut qu'il les réécrive et qu'il les modifie un peu. Voilà. Donc la durée, le temps de création, le temps de tournée sont essentiels. Et les textes finalement publiés arrivent assez tardivement. Enfin, vous n'avez jamais le texte de la pièce le jour de la première. Parce que même si au bout d'un certain temps, le texte, la mise en scène se stabilise, dans les premières semaines, voire les premiers mois de représentation, il y a encore beaucoup de changements qui sont opérés. Des coupes, voire des scènes qui sont changées de place, qui sont supprimées. Voilà. Donc le travail éditorial se fait vraiment dans l'après-coup. Ça a été une de mes fonctions pour Ça ira, ça l'est aussi pour Contes et légendes, d'accompagner le texte jusqu'à l'édition. Donc le mettre au propre déjà, parce que en fait, le texte pour le spectacle, il est encore truffé de variantes, marquées par des slash ou des parenthèses. Les comédiens peuvent avoir le choix encore entre un mot ou un autre. Il n'y a pas de didascalie, il n'y a pas de numérotation de scène. Il y a des moments qu'on a parfois nommés entre nous, pour s'y retrouver. Mais donc, il faut mettre tout ça au propre, proposer des didascalies qui n'induisent pas une mise en scène. Être assez ouvert pour qu'un autre metteur en scène puisse s'emparer du texte sans être guidé par le spectacle qu'a fait Joël Pomera. Et puis nommer les personnages souvent, voire les anonymer ou les numéroter.
Le cas s'est posé et pour Ça ira fin de Louis et pour Contes et légendes. Pour ne pas induire une distribution en fait. Voilà, si on nomme les personnages qui sont récurrents, les personnages dans les districts parisiens, ou si on nomme ces jeunes, si on leur attribue une identité, au lieu de les numéroter, ce qui est pour l'instant le choix qui a été fait, homme numéro 1, femme numéro 2, dans Ça ira fin de lui, là, jeune numéro 1, jeune numéro 2. Voilà, les numéroter, pardon, ma phrase est bancale, j'ai perdu le début de ma syntaxe. Les numéroter permet aussi à un metteur en scène de faire une distribution avec 15 comédiens ou 4, enfin, de ne pas être pris dans le nombre de comédiens qui était celui de Joël Pomera. Voilà, c'est pas le cas pour toutes les pièces, mais il se trouve que c'est le cas pour ces deux-là, et c'est très intéressant comme travail à opérer pour moi. Pour la réunification des deux Corées. Pour la réunification des deux Corées, Non, c'est pas numéroté. c'est pas numéroté là, mais mais c'est jamais des c'est noms, une c'est femme, toujours un la homme, femme ceci cela, l'homme ceci. Enfin oui, C'est ça c'est récurrent. Et c'est vrai qu'on peut faire d'autres distributions pour la réunification des deux Corées. Vu que c'est une pièce fragmentée. Oui. Et que les personnages ne sont pas récurrents, on peut redistribuer. Il est arrivé que d'autres metteurs en scène s'emparent des textes. Oui, bien sûr. En France, ça se fait assez peu. Il y a une sorte de retenue. Mais ça se fait beaucoup dans le théâtre amateur, dans le théâtre étudiant. Beaucoup de scènes de concours aussi pour les écoles de théâtre sont du Pomera. Voilà. À l'étranger, il est monté par des grands metteurs en scène. Oui. Et en France, son nom m'échappe, mais il y a quand même eu récemment une Cendrillon qui a beaucoup tourné. Et cet enfant qui avait été rejoué avec des marionnettes. Donc là, bon, voilà, il y avait un changement d'esthétique qui autorisait, je pense, la metteuse en scène à oser s'emparer du texte d'un auteur vivant qui est lui-même metteur en scène. Et pour ça, du coup, l'achèvement éditorial permet à d'autres de s'emparer. C'est vrai que s'il n'y a pas la trace éditoriale, c'est devient compliqué de s'emparer de l'univers d'un écrit. Enfin, je reviens à l'expression, mais d'un écrivain de plateau. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est peut-être une spécificité de Joël Pomera par rapport à d'autres écrivains de plateau qui n'ont pas le souci de la trace, qui n'ont pas le souci du livre édité. Lui revendique d'être un auteur. Et donc, ce processus très collectif que je vous ai décrit, finalement, il est quand même fixé par un auteur. Voilà, il est guidé en permanence par Joël Pomera, et c'est lui qui, à la fin, fixe et signe les textes, même s'il y a un partage des droits d'auteur avec les comédiens pour reconnaître leur coécriture. Voilà, moi, je parle maintenant de co-autorialité dirigée, ce qui est un peu paradoxal comme terme, mais ça décrit bien en fait ce processus collaboratif guidé par un maître quand même. Voilà, c'est une autorité, il est visionnaire et sans lui on proposerait pas aussi bien. Je veux dire, il nous aiguillonne dans les recherches. Enfin, moi j'aime l'endroit où il me met dans la recherche, l'exigence qu'il a. On est tous en manque de cette exigence quand on n'est pas en train de travailler avec lui. Donc voilà, c'est vraiment un maître d'œuvre. Voilà. Il y avait une question au fond. Est-ce que vous avez cette certitude intime que le texte peut s'achever, que vous êtes parvenu à une forme d'équilibre, à peu près en tant soit peu, parce que pas d'exigence, il y avoir tellement ouvert, tellement ouvrir finalement ce qui va constituer le texte. Au moment, ok, il est achevé, c'est vrai qu'on va arriver à une forme de consensus interne dans ces pages, et ça, c'est la première partie des questions, cette intime certitude. Et la deuxième, si on fait, vous appelez ça le réveil, et c'est très chouette, le réveil. Voilà. Est-ce que quand vous réveillez une pièce, tout à coup vous vous trouvez bloqué par le fait qu'on ne puisse plus faire bouger les murs, ou là il faudrait réimprimer une deuxième version, troisième version du texte? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le réveil réintroduit ce côté de textocentrisme dont vous parliez, qui est le approprié. Alors en fait, je pense que Joël Pomera, il n'est jamais satisfait. Pour lui, c'est jamais fini. Et je pense que c'est une douleur, finalement, de devoir arrêter le spectacle et le texte à un moment. Même s'il est très méticuleux et que, passé les premiers mois où il chante encore des choses, ensuite, les choses sont fixées, les entrées sont fixées, les lumières sont exactes. C'est tel mot à tel moment. Enfin, il y a aussi une très grande rigueur, une très grande précision. Au bout de plusieurs mois de travail, il y a des scènes qui s'imposent à lui. Voilà, ça s'impose, c'est très vinavérien aussi, voilà, ça surgit.
Voilà, il ne savait pas ce qu'il visait, mais il cherchait et tout d'un coup, il y a des évidences qui se produisent. Ensuite, il y a des questions d'enchaînement qui peuvent se poser dans un spectacle comme Contes et légendes. Une scène qu'on aime beaucoup, mais qui détonne trop par rapport à l'ensemble, ou qu'on ne peut pas placer parce que tout simplement, il est impossible à l'actrice de se transformer d'adolescent à robot en 20 secondes de noir. Voilà, donc ça aussi, ça peut entrer en jeu. Toutes ces scènes ne sont pas perdues, en fait. Ce bagage, il est là et il y a des situations qui ont été explorées pour Contes et légendes, qui en fait avaient déjà été explorées pour Je tremble, voire pour cet enfant. Donc voilà, ça aide, je pense, à un moment à arrêter le travail, de se dire que ces scènes-là seront peut-être utilisées pour un autre spectacle. Elles font partie d'un imaginaire, d'un vocabulaire commun. Ensuite, il est obligé aussi d'arrêter le travail parce qu'il est finalement pris par le temps. Enfin, il a beau étirer le plus possible. Il a beau demander à ce qu'on reporte la première, à faire la première, pas à Paris, mais loin de la presse et avec le moins de monde possible. À un moment, il doit bien s'exposer, il faut bien arrêter. Enfin, voilà. Mais donc, c'est vraiment une intime conviction et la pression extérieure qui fait qu'à un moment, ça s'arrête. Et la deuxième question du réveil, elle s'est vraiment posée pour Au Monde lors de la reprise à l'Odéon en 2013. Il y a eu une réédition de Au Monde d'ailleurs. Alors à ce moment-là, j'étais pas chargée du texte, mais je crois pas me tromper en disant que il y a eu des changements dans la réédition de Au Monde, du texte de Au Monde. Et cet enfant aussi, l'ordre des scènes a changé. Voilà. Régulièrement, Actes Sud nous demande s'il y a des modifications à faire. Il y en a à faire sur Je tremble, il y en a à faire sur Cercle et Fiction. C'est un travail qu'on a commencé, mais qu'on n'a jamais le temps de finir. Donc pour l'instant, elles sont rééditées telles quelles, mais en fait, il y a eu des modifications. Les notes sont conservées? Est-ce que ça produit du coup une matière archivistique au fil des années? Alors tout est archivé, mais pas forcément de manière très rigoureuse. Non, mais On voit la question de l'archive et de la bibliothèque, évidemment. En fait, récemment, on s'est posé cette question des archives. On a d'ailleurs rencontré le Théâtre du Soleil. Par le processus de création, il y a une grande proximité entre Ariane Mouchkine et Joël Pomera. Même si ensuite, ils ont des partis pris différents et un rapport à l'écriture du texte différent. Donc, on est assez proche du Soleil. Et donc, on les a rencontrés récemment parce que le Théâtre du Soleil a donné ses archives à la BNF. Donc, on était intéressés de savoir comment tout ce processus avait eu lieu. On a été à l'IMEC aussi, à Caen, sollicité par l'IMEC, qui aimerait bien savoir ce que vont devenir les archives de Pomera. Donc, effectivement, pour l'instant, les notes sont conservées plus ou moins bien. Parce qu'évidemment, comme tout se fait avec des ordinateurs, Joël Pomera imprime beaucoup et garde dans des boîtes des choses, c'est ses archives personnelles. Mais ensuite, il y a beaucoup de choses qui, malheureusement, perte d'un disque dur, enfin, panne d'un ordinateur, il y a des choses qui disparaissent. Mais pour Ça ira fin de Louis, un peu moins pour Contes et légendes. Mais j'avais demandé aux assistants stagiaires de tenir un journal de bord. Donc de noter ce qu'on faisait chaque jour. J'en avais besoin aussi juste pour me repérer dans les archives, de voir lesquelles on avait utilisées, voilà, d'avoir un peu des retours parce que en fait le matin j'essaye de lire beaucoup toute seule, ensuite j'essaye d'aller au plateau pour voir ce qui se passe, mais il y a un moment où je dois tellement lire que je peux pas être tout le temps au plateau. Donc je suis en loge à côté avec un retour son, ce qui me permet de savoir ce qui se passe, mais j'ai besoin d'avoir des assistants qui prennent des notes ou qui me racontent ce qui se passe pour orienter mes recherches. Donc ça, c'est aussi une trace du processus. Et par ailleurs, les répétitions sont filmées. On ne sait pas trop pourquoi, parce que finalement, le recours à ces captations est très rare. Il peut arriver que Joël Pomera demande à revoir une improvisation, mais c'est pas du tout systématique. Voilà, à quelques reprises pour Ça ira, on a réécouté surtout des improvisations, parce qu'il y avait eu des très belles formulations, donc on voulait les noter. Enfin, voilà, des expressions qui étaient sorties, donc on a retranscrit des petits bouts. Mais ça ne fait pas partie intégrante de la méthode de travail. Il y a des compagnies qui improvisent, filment, et ensuite retranscrivent toutes les improvisations et écrivent à partir de cette matière filmée. Ce n'est pas le cas.
La caméra est là un peu plus, je dirais, pour rassurer, pour rassurer Joël Pombra au cas où il y aurait un besoin. Mais du coup, dans l'élaboration du texte, voilà, il déclenche le travail d'improvisation et il note, vous notez pour lui, il se remplit de tout ça, Il écrit. enregistre. Comment ça se... Il écrit beaucoup le matin, en fait. Souvent, on répète l'après-midi, le soir, et donc le lendemain matin, par rapport à ce qu'il a vu, ressenti, il écrit. Il écrit des premiers jets ou il réécrit des premiers jets. Voilà. Et pendant le temps où l'improvisation se déroule, Ah non, il prend pas de notes, très peu de notes. donc il est en réception de ce qui Ouais, se ouais. passe sur le plateau. Il est tous ses sens en éveil. Il ne faut pas faire un seul bruit. Si vous faites tomber un stylo ou si votre clavier d'ordinateur clapote. Voilà. Au début, je m'habillais tout en noir pour disparaître dans les murs au début de ma collaboration. Et vous, votre travail pendant le temps où c'est en train d'improviser, donc il n'y a pas encore de texte, c'est un échange avec lui sur ce qui s'est passé dans la journée, par exemple Oui, on parle très peu. C'est quelqu'un qui nomme peu les choses. C'est pour ça que la recherche est très ouverte. Mais on communique par documents, livres, en fait. Et j'ai aussi une relation très forte, en fait, avec les acteurs, auxquels je vais proposer des documents ou qui me posent des questions sur les situations, sur ce que j'ai vu, voilà. Donc, en fait, cette dramaturgie, que j'appelle parfois dramaturgie documentaire aussi, c'est une dramaturgie pour l'acteur. C'est pas seulement une dramaturgie pour Joël Pombra. Et après, les acteurs n'ont pas tous le même rapport aux documents et à ma présence. Certains ont besoin, d'autres pas du tout. Voilà, donc à chaque fois, c'est des relations humaines qui se construisent. Et sur la structure de la pièce, vous avez Sur la structure de la pièce... des échanges ou c'est oui. quelque chose qui va vraiment construire Non, non. seul, On a des échanges, mais en fait, ce qui se passe, c'est j'ai beau être appelée dramaturge, avoir cette fonction-là, j'ai pas de privilège, enfin, j'ai aucune prérogative quoi, par rapport à ces questions de composition. C'est-à-dire que souvent, après les improvisations, il y a un temps de discussion collective. Et Joël Pombra aime d'abord entendre les ressentis de ceux et celles qui étaient au plateau. Donc, il y a des questions de composition qui vont trouver leur réponse par le plateau et pas par un point de vue extérieur. Donc, moi, je ne suis pas la dramaturge premier spectateur, en fait. Je ne suis pas vraiment là pour ça. Ensuite, bien sûr, quand il m'envoie ses premières architectures, je lui fais des retours. Comme il est difficile, en fait, parfois de nommer ou de trouver le bon moment pour parler. Parce que parfois, c'est trop tôt. Dans une répétition ou sur un premier jet d'écriture, c'est trop tôt pour dire ce qu'on en pense. Enfin, pour un auteur qui est un peu à vif, etc. Enfin, voilà, il faut savoir respecter son tâtonnement, l'accueillir et donc parfois donner une explication, un retour. Ça peut fermer le sens ou ça peut l'angoisser sur un point, ça peut le déstabiliser. Donc, il faut choisir le moment de la parole, c'est vraiment important. Dans une répétition aussi, voilà. Je me permettrai jamais de parler directement à l'acteur dans la répétition. Je le fais s'il y a un temps collectif, mais un acteur, c'est très fragile dans sa recherche. Voilà, il faut penser aux mots qu'on utilise et à quel moment. C'est Anne-Françoise Benamou, dans une rencontre sur la dramaturgie, qui m'avait fait prendre conscience de cette importance de la parole du dramaturge et du moment de la parole. Et donc, je fais beaucoup de retours par écrit, par mail, en fait. Comme ça, il les ouvre quand il veut. Voilà. Parfois, j'ai l'impression d'envoyer des bouteilles à la mer. Peut-être qu'il ne les ouvre pas. Mais peu importe. Je finis, pardon, il est prêt, je vous réponds. Sur la question de la composition, c'était plus prégnant pour Ça ira 1, fin de Louis. On avait une ligne chronologique à suivre, mais il fallait choisir des grands moments et le point de vue adopté. Si on allait être chez le roi, dans les quartiers de Paris ou à l'Assemblée. Et donc là, en trio avec l'historien et Joël Pombra, on élaborait beaucoup plus la composition à travers le choix de ces moments et de la perspective qui serait proposée. Ouais. Donc j'avais l'impression d'intervenir plus sur l'écriture pour Ça ira que pour Contes et légendes. Mais aussi parce qu'à la fin des répétitions de Ça ira, on était tellement pris par le temps. On devait aller jusqu'à la République.
on s'est arrêté peut-être vers Varennes, c'est un peu flou dans le spectacle. Il y a un moment, voilà, il fallait finir. Bon, c'était très bien de finir sur cette ouverture, ce déni du roi, enfin cet être un peu insaisissable en fait qu'est le roi. Mais les dernières scènes, en fait, elles n'ont pas été écrites à partir d'improvisation. On n'avait plus le temps. Et donc là, c'était assez nouveau. Voilà, Joël Pomera a écrit sans passer par les improvisations avec ses acteurs, mais en passant beaucoup sur les documents, sur des fiches d'arguments, des éléments de langage que l'historien et moi avions préparés. Et même là, j'ai été plus intrusive dans l'écriture. J'ai proposé une situation pour une scène. J'ai un petit peu fait un canevas. Mais c'est rare, c'est pas ma fonction première. Je suis pas un script doctor, je suis pas un co-auteur. Voilà. Ça s'est produit parce que ça faisait plus de 2 ans qu'on travaillait ensemble. On était dans l'urgence après 9 mois. Il y avait cette intimité et cette énergie collective. Voilà. Est-ce qu'il y a des ressemblances entre le travail, excusez-moi, entre le travail de Pomera et celui de Mouchkine, par exemple? Est-ce qu'il y a par exemple une influence avec, je pense à 1789 ou... Alors, il y a des ressemblances dans le fait voilà, de travailler collectivement, d'intégrer les acteurs au processus de recherche et d'écriture. Ensuite, ce sont 2 visions du théâtre quand même distinctes. Et il y a une suspension du jugement, il y a un retrait un peu du point de vue chez Joël Pomera, alors que chez Ariane Mouchkine, il y a un théâtre plus militant qui veut plus explicitement délivrer un discours et un message sur le monde. Et donc 1789 de Ariane Mouchkine, pour nous, c'était plutôt un contre-modèle. On avait pris un autre parti pris pour Ça ira un fin de Louis. Voilà, Joël Pomera ne cite pas de maître, ne revendique quasiment pas de filiation, mais il admire beaucoup le travail d'Ariane Mouchkine, il y a beaucoup de respect. Voilà, il cite parfois Brook, l'espace vide de Peter Brook, parce que le plateau nu, les espaces créés par la lumière et le son, c'est une récurrence du travail de Joël Pomera. Peter Brook, ensuite, en 2006, après avoir vu Petit Chaperon Rouge, a invité Joël Pomera en résidence au Bouffe du Nord. Donc voilà, ça a été une relation forte. Les bureaux administratifs de la compagnie sont toujours dans les Bouffes du Nord aujourd'hui. Voilà, donc par rapport à Mouchkine, il y a une proximité dans le processus, mais il y a une vision de la mission ou de l'efficacité politique du théâtre qui est distincte. Alors, c'était à madame, pardon, désolée. Je voulais savoir, je viens pas du tout du théâtre, je suis du cinéma, moi. Les acteurs, est-ce que c'est comme Mouchkine quand elle commençait, c'est-à-dire elle prenait des amateurs qu'elle formait, comme les Cobert, Bruno Raffaelli, toute cette bande-là que je connaissais très bien. Comment, Pomera, vous avez bien expliqué la demande pour Contes et légendes, que j'ai trouvé extraordinaire. On a fait beaucoup de films avec des adolescents, j'ai été bluffée là. Mais comment, donc, il travaille en impro avec des acteurs professionnels qu'il a repérés, comment il les découvre, comment il leur propose, comment même il accepte qu'un acteur, n'est pas forcément un acteur de théâtre, à l'habitude de l'impro, de se livrer. Comment il procède pour ce choix absolument faramineux, aussi bien des enfants que des adultes du reste? Alors, des enfants, il n'y en a jamais eu. Hein. C'est des jeunes, c'est des adultes. Non, c'est tout le temps des adultes qui jouent des enfants. Ah, oui. Dans Cendrillon, il n'y avait pas d'enfants. Non, Déborah Roche, une comédienne assez menue. Voilà, c'est l'homme du théâtre, excusez-moi. En fait, il ne choisit pas des acteurs, il choisit des humanités, j'ai envie de dire, des personnalités, d'abord. Voilà. Qui n'ont peut-être jamais joué. Oui, c'est pas arrivé. Enfin, toutes les comédiennes là ont de l'expérience, mais certaines très peu. Voilà, non, c'est pas un travail avec des amateurs, mais disons que le critère de l'expérience, la formation théâtrale n'est pas du tout premier. C'est d'abord une rencontre humaine, c'est des gens qui vont avoir envie de prendre le temps de la recherche, qui vont apprécier cette méthode tâtonnante. Ça peut être déstabilisant pour un acteur aussi de devoir autant proposer, d'avoir quelqu'un de très silencieux en face de lui. Voilà, tout le monde n'aime pas cette manière de travailler.
Donc ce sont vraiment des rencontres plutôt que des castings. Et je pense que voilà, c'est une qualité de présence du comédien et la relation humaine qui va s'instaurer entre le metteur en scène et le comédien qui sont déterminants. Voilà. Et donc au début, il a fait un petit atelier dans les années 90, il avait mis une annonce dans Libération. Puis voilà, il y a des gens un peu curieux qui sont venus. Marie Piémontes, qui est toujours là, par exemple, Sadia Bentaïb. Et puis voilà, un peu par capillarité, voilà, des gens qui disaient, ah bah là, il y a un metteur en scène, auteur qui propose quelque chose de différent dans le paysage, qui était dominé par les grands metteurs en scène. Il y a quelque chose de différent qui se passe. Bon, il y a des gens un peu curieux qui se sont approchés, qui ont formé le noyau dur. Et puis ensuite, avec le temps, ce sont dans les ateliers préparatoires que les rencontres s'opèrent, puisque ces ateliers sont ouverts. Donc, comment on fait? Souvent, c'est une question qu'on me pose. Peut-être récemment, vous avez vu une annonce sur Facebook, parce qu'il va y avoir un atelier, mais organisé par les ateliers du cinéma, pas par la compagnie Louis Brouillard. En fait, on évite Facebook en général. On évite ce genre d'annonces et on ne met plus de petites annonces dans Libération. On reçoit tellement de CV, en fait, de comédiens qui aiment le travail, qu'on puise dans ces CV reçus pour informer les gens, leur annoncer qu'il va y avoir un atelier de telle date à telle date et les inviter. Voilà, les ateliers ne sont pas rémunérés, hein, c'est un travail bénévole, mais c'est un travail d'échange. Voilà, c'est découvrir le travail de Joël Pomera, c'est permettre à Joël Pomera d'explorer une première thématique, de commencer à tâtonner. Voilà, donc si vous êtes acteur, il faut écrire en fait au metteur en scène que vous appréciez. Enfin, ça se passe beaucoup comme ça. Enfin, ouais. Et pour Louis Brouillard, ça se passe énormément comme ça. Voilà. On archive tout ce qu'on reçoit, les lettres de motivation, etc. C'est déjà le début d'une relation, en fait, de recevoir une lettre qui dit « J'aime votre travail, j'ai vu tel spectacle, ce qui m'interpelle dans votre direction d'acteur, c'est ça. » Voilà. Ça donne envie d'inviter les gens et de les rencontrer ensuite. Et pourquoi atelier de cinéma? Alors, pourquoi un atelier de cinéma? Alors, Pomera et le cinéma, mis à part que parfois, on peut trouver que son esthétique fait un peu cinéma. Avec le travail de la lumière, et puis les cuts au noir et la dynamique d'apparition-disparition. L'inondation. Il y a de la vidéo dans certains spectacles, dans Cendrillon, dans l'Inondation. Donc un travail de l'image qui peut créer pour le spectateur un effet cinéma, enfin, c'est comme ça que je l'ai nommé. Mais par ailleurs, il y avait un attrait de Joël Pomera pour le cinéma dès le début. Il a écrit un scénario dans les années 90. Il n'a pas eu le CNT. Il a trouvé que c'était très long, très compliqué, la production. Il a transformé son scénario en pièce de théâtre. Et voilà, en moins d'un an, la chose s'est faite. Mais je pense que ça lui est resté quand même, cette envie d'écrire pour le cinéma, de réaliser. Parce qu'il ne séparerait pas les deux choses. À l'opéra, il écrit le livret, il met en scène. Les temporalités sont plus dures à superposer à l'opéra. Mais je pense qu'au cinéma, voilà, il ferait les deux choses, hein, scénario et réalisation. Et pourquoi ça? En fait, il a été sollicité pour des adaptations cinématographiques de Ça ira, coproduit par Arte. Il y avait vraiment tout un gros projet monté. Il y a eu deux très grands noms de scénaristes, réalisateurs français qui, l'un après l'autre, finalement, se sont désistés, alors même que le premier était venu faire la proposition. Bon, les aléas du métier, de la production, des temps, par rapport à d'autres films, par rapport à Cannes, etc. Mais donc, c'est resté un peu en suspens. Voilà, tout le monde était parti un peu dans cette idée que Ça ira allait être adapté peut-être en 2 ou 3 épisodes pour Arte. Je pense que l'envie est née. Et donc là, ça ne veut pas dire que ça va se faire, mais voilà, les ateliers du cinéma avaient envie d'inviter Joël Pomera à faire un atelier. Donc voilà, il saisit l'occasion pour tester un peu son désir d'aller peut-être vers la réalisation d'un film de Ça ira. Mais voilà, c'est encore très ouvert. On a l'impression d'avoir la primeur quand il nous dit ça. Un peu, ceci dit. Hein. Après, comme il y a eu une annonce sur Facebook, je révèle rien non plus. mais je ne citerai pas les noms. D'ailleurs, j'en cite un dans mon livre parce que c'était quasi sûr et finalement, ça se fait pas. Donc voilà, si vous voulez savoir qui c'est, c'est dans les premières pages du tome 2.
Il y avait monsieur. Je voulais savoir, pendant les répétitions, jusqu'où l'improvisation des acteurs peut aller dans leur proposition. Est-ce que ça peut aller justement jusqu'à la proposition d'un canevas? Jusqu'où peut aller l'écriture en fait? Les improvisations sont très dirigées, sont quand même très cadrées. Donc le canevas, il est donné peu à peu par Joël Pomera. Voilà. Mais il se peut, ça se passe souvent en atelier, il se peut qu'avant d'énoncer les 5 ou 6 situations qui vont être explorées aujourd'hui en improvisation, il y ait des discussions collectives et que dans ces temps de discussion, des acteurs viennent le voir en disant « Ah, on avait pensé à telle situation, qu'est-ce que t'en penses ?» Et donc là, il réajuste, il dit « Oui. » Mais c'est quand même... c'est de l'improvisation très dirigée, très cadrée. Il leur demande de ne pas aller trop vite dans la parole. Voilà, c'est pas la production de parole qui importe. C'est de trouver le rapport entre ces présences, ces identités qui sont d'abord des silhouettes et qui peu à peu, avec l'aide du costume, vont devenir des personnages. Voilà, c'est ça qui prime. Après, s'affine l'écriture du dialogue. Voilà. Pour Contes et légendes, avant d'aller dans l'improvisation de situation, il y a eu un long travail pour trouver les ados et les robots. Donc, c'était vraiment en partenariat avec Isabelle Desfin. Je trouve que le travail de la costumière Isabelle Desfin n'est pas assez reconnu. Donc, j'ai un projet de livre avec elle, mais je tarde, on n'y arrive pas. Mais je pense que par rapport aux écritures de plateau, il y a quelque chose à réfléchir sur l'importance du costume pour l'écriture de personnages. Puisque c'est l'acteur, l'actrice avec la costumière qui propose une première silhouette d'adolescent qui va sembler juste ou pas, et c'est cette silhouette qui va inspirer Joël Pomera ou pas pour développer et écrire pour ce personnage. C'est une silhouette en jeu? Oui, on appelle ça une silhouette, comme on dit en mode, quoi. Quand c'est pas le costume vraiment fini, mais il y a déjà un peu les volumes, le bombers, les grosses baskets, voilà. Et donc, oui, c'est pas des défilés en costume, c'est à chaque fois en jeu, mais au début, c'était très basique, 2 ados devant leur proviseur, une fête d'anniversaire, enfin des situations très simples où il n'y a pas forcément besoin de parler, mais pour les voir dans une situation. Et puis, il y avait aussi un travail individuel de faire parler cet ado. Et donc, moi, j'ai passé des heures sur des forums, sur YouTube, enfin, à collecter de la parole adolescente. Ça, c'était terrifiant, j'avoue, parfois. C'était trash, enfin, en fait, vraiment. Voilà. Et à retranscrire des bouts pour avoir de la syntaxe, du vocabulaire, etc. Et pas tellement passer par l'image, parce que tout de suite, l'image influence. Mais donner du texte. Je me permets, du coup, la première scène qui est je trouve, extrêmement bluffante de Contes et légendes, elle vient du plateau, elle vient justement d'une écriture comme celle-là de recherche. Alors, tout vient du plateau. Angélique Flogère, cet adolescent énervé, qui s'appelle aussi Ethan pour nous. Voilà, dans ce travail sur les silhouettes, dans ce travail un petit peu individuel où chaque actrice cherchait son ado ou son adolescent ou adolescente. Elles avaient chacune un garçon et une fille. Elle est tout de suite partie dans un jeune homme excité, énervé, méchant, qui maniait les insultes, etc. Par ailleurs, elle est ultra féminine et douce dans la vie. Mais voilà, elle a trouvé la sincérité et l'énergie par ce biais-là. Les robots sont apparus grâce à Lucie Guillen d'abord, qui fait Steven dans le spectacle, et à Marion, qui fait Robbie. Le corps de Marion, qui est un peu plus ronde que les autres comédiennes, a vraiment aidé pour créer un ado un peu plus jeune et pour créer la bonhomie du robot. Voilà, donc voilà, c'est la rencontre d'un corps, d'une énergie de comédienne au plateau, de ce qu'elle va faire avec les 2-3 bouts de texte que je lui ai donnés. Ou pour les robots, quand même, elles ont regardé beaucoup de documentaires sur les robots, puis on leur a fait des synthèses de SoftBank Robotics qui développent Nao et Pepper. Ce sont des robots humanoïdes qui sont déjà utilisés auprès des personnes âgées ou chez les autistes.
Et puis on a fait beaucoup de lectures aussi en anthropologie robotique pour essayer d'imaginer qu'est-ce que serait la vie avec les robots, dans quelle situation du quotidien ils pourraient intervenir. Voilà. Donc voilà, c'est tous ces éléments qui se rencontrent, qui s'amalgament et qui peu à peu révèlent un personnage qui va sembler crédible, concret, juste. Voilà. Et pour compter les gens, tout à l'heure vous parliez du travail du corps. Ça correspond. Il y a eu quelque chose de particulier proposé aux comédiens? Finalement, non. Après une longue réflexion, parce que en fait, les robots, c'était vraiment difficile à trouver. Et on était déjà au 2e mois de répétition et Joël Pommera a dit si on trouve pas la crédibilité des robots, on arrête. Donc grosse pression quand même sur les robots. On avait beaucoup aimé une série suédoise qui est passée sur Arte qui s'appelle Real Humans ou 100% humains. Plutôt le début de la série où on voit la vie quotidienne avec les robots. Ensuite, ça tombe dans le scénario un peu catastrophe de la révolte des robots. C'est pas ça qui nous intéressait. Mais bon, voilà. Donc déjà, on savait que ces robots, ils seraient des réplicants, ressemblant, ils nous ressembleraient, ils seraient à peu près habillés comme nous, mais finalement, ils sont pas habillés comme nous, puisque c'est comme une gamme de robots qui ensuite est déclinée par chaque famille. Chaque famille spécifie l'identité de son robot. Il peut même changer le sexe de son robot. Et donc, il se posait la question de savoir s'ils parlaient comme nous, s'ils marchaient comme nous, s'ils étaient plus lents, s'ils avaient une voix métallique ou pas. La voix est légèrement modifiée là par un effet qu'on appelle autotune. C'est venu très tard. Joël Pommera préférait pas au début modifier la voix des robots et c'est venu quand même en appui pour créer cette présence artificielle. Mais c'est venu assez tardivement. Et donc, il fallait trouver l'état de corps du robot. Donc on avait pensé à passer par la chorégraphie, le yoga, proposer un entraînement commun. Mais finalement, c'est chaque comédienne qui a trouvé son robot, beaucoup à partir de sensations de plateau et de retour. Donc là, quand même, on a passé des jours et des jours à faire vivre des robots. Des robots regardent la télé. Que font les robots la nuit quand les familles dorment? Que fait le robot qui met la table? Enfin, bon, voilà, des heures où, il y a 2 ados qui se disputent, mais il y a un robot qui est assis là. Qu'est-ce que ça produit? Et on regarde et on ressent, à quel moment on a une impression de vérité, on a l'impression que c'est juste. Donc, on disait à la comédienne, là, vraiment, quand tu as croisé les jambes sur le canapé, ça nous a semblé très intéressant et c'est à partir de ce ressenti qu'elle-même se demandait mais qu'est-ce que j'ai fait, à quoi je pensais, est-ce que j'étais connectée sur les autres ou sur mon corps. Enfin, c'est elle-même qui a élaboré en fait sa méthodologie. Voilà. On est allé voir un peu, je suis allée voir Tambour sur la digue, Mouchkine, le travail sur le bunraku, sur la marionnette parce que ça s'en rapproche. Mais on s'en est finalement pas inspiré dans la répétition. Il n'y a pas de training commun. Il n'y a pas d'échauffement commun chez Pommera. Chacun vient comme il veut et se prépare comme il veut. Et donc, il y a une démarche de travail, l'improvisation dirigée, mais ensuite, la cuisine, elle est intérieure à chacun. Oui, pour revenir sur la notion de réalisme et de neutralité dans le travail, sur Segra, par exemple, comment est-ce que vous avez conçu une espèce de neutralité politique pour que ça reste vraiment de l'ordre du documentaire et pas partisan, pas militant, pas... C'était dans les grands partis pris de départ, dans toutes ces notes en vrac de Joël Pommera, de se débarrasser des interprétations existantes de la Révolution, de faire comme si on ne connaissait pas la fin, en revenant au jour le jour, l'imprévisible d'une révolution, et de donner la parole à toutes les idéologies. Est-ce qu'il a recruté ses comédiens comme ça aussi, en fonction de ses diverses sensibilités politiques? Pas du tout. L'équipe de Saïra, c'est l'équipe des 2 Corées, de la réunification des 2 Corées, complétée par des gens rencontrés en atelier. Il y avait vraiment cette envie d'écrire sans préjugés, de représenter de manière large le spectre de toute l'idéologie politique, et c'est là que ça diverge par rapport au parti pris militant de Mouchkine, qui représente quand même le point de vue du peuple et la révolution confisquée au peuple par la bourgeoisie.
là, il y avait la volonté de faire entendre le roi, son entourage, la pensée réactionnaire, contre-révolutionnaire, et c'était une part importante du travail de trouver l'intelligence de cette pensée et de trouver une sincérité pour l'acteur avec cette pensée, même s'il n'y adhère pas. Et trouver l'intelligence de cette pensée, la rendre crédible, sans la caricaturer, en fait, ça rend l'opposition encore plus forte. Enfin, ça fait sentir que les révolutionnaires, voilà, devaient vraiment renverser quelque chose de solide, de difficile. Enfin, ça renforce le sentiment de la violence, etc. Donc les acteurs, ils ont travaillé des discours de tous bords. Voilà, ils se sont musclés, on va dire, comme ça, politiquement, idéologiquement, en travaillant aussi bien sur des radicaux que sur des conservateurs. Et puis, petit à petit, des trajectoires sont apparues et certains portent plus l'une ou l'autre couleur, mais ils sont quand même présents, à part le roi et la reine. Non, la reine, non. À part le... Non, je dis n'importe quoi. Non. Donc, à part le roi et la reine qui ont des noms, Louis XVI, les autres n'ont pas de nom de personnage historique, mais donc tous les comédiens, roi et reine compris, jouent plusieurs personnages d'idéologie opposée. Le roi, il est aussi membre du tiers-état, plutôt modéré. C'est lui qui propose le régime censitaire dans l'une des dernières scènes. La reine, elle est une femme dans un district. Elle va chez le roi lui dire: on n'aime pas trop votre femme, monsieur. C'est très drôle. Et elle joue aussi une députée plutôt conservatrice. Voilà. Donc, c'est pas l'idée de neutralité qui nous guidait, c'était l'idée de donner la parole à tous. Voilà. Ceci dit, il y a une absence de cynisme. Donc, on ne peut pas dire que la révolution était sans cynisme. Mais par contre, dans la fin de Louis, on est entre nous, je vous raconte une petite anecdote. Une des personnages, Madame de France, je crois, c'est une de petite taille, qui a un discours très très dur. Sadia Bentaïeb. Elle me fait penser à quelqu'un. À Taubira. Mais justement, elle est venue le dernier jour, on voit un homme aux cheveux bleus, c'était Jacques Lang, qui dit bonjour à Taubira. Je suis halluciné de cette scène. Christiane Taubira, bon, moi personnellement je l'adore, je ne sais jamais quoi dire aux gens que j'admire, je dis bafoue, je dis n'importe quoi, on comprend, elle est critique. Et on parvient à cette conclusion que la révolution et la démocratie fait du bruit. Donc on est content, etc., on trouve ça chouette. On remarque à deux aussi que finalement peut-être qu'on n'a pas le côté historique, mais on a vraiment la chair des échanges. Et après, je reviens et je me dis, j'ai pas osé lui dire qu'elle me faisait penser à Madame de France. Pourquoi? Parce qu'elle a un côté enragé, je sais qu'il y a des enragés, etc. Oui. Un côté enragé, mais chez Pomera, ce côté enragé, ce côté cynique, ce côté robespierriste qui est souvent opposé à la gauche, enfin à la vraie gauche, on va dire, ce côté anti-Robespierre, il est chez Pomera inflexible. Alors on va dire que c'est inflexible parce que c'est moins péjoratif d'être inflexible, on est inflexible dans ses convictions, comme on va dire. Le cynisme de la Révolution, peut-être il a suffisamment lu Camus, il a suffisamment lu, puis il a ce devoir envers l'humanité qu'on sent à travers les personnages. J'ai l'impression que vous, peut-être, et l'équipe de Pomera et l'équipe de Saïra, est incapable de ce cynisme qui est en fait aussi une des composantes de la politique et qui fait que ça peut être magnifique et très pourri en même temps. Et on le sait tous. Et j'ai l'impression qu'il reste quand même cette once d'humanité qui fait qu'on n'a pas envie de les jeter tous, ils sont tous hyper sympas, on ne voit pas... voilà, même si, mais par contre, ils sont inflexibles. Je ne sais pas si je suis extrêmement clair. Si, je vois ce que vous dites. Alors, juste à ce moment-là de la Révolution, Robespierre n'est pas celui d'après. Alors, on a travaillé sur des déclarations d'amour de Robespierre au roi, enfin, après allégeance, au début de la Révolution. Ça peut surprendre par rapport à l'image qu'on a ensuite. Elle a travaillé sur Robespierre, mais sur Marat, sur Saint-Just, sur Le Chapelier, enfin voilà, une myriade de textes plus radicaux. Il y a quand même des personnages intraitables et inacceptables. Enfin, il y a quand même un député de la monarchie qui traite de sale juif, le député Carré. Enfin, mais ce qui surprend, c'est que avant d'être un peu repoussé, voilà, par ces personnages radicaux ou le franc qui appelle
elle se démarque puisqu'elle est contre quand même la peine de mort. Mais bon, il y a des moments où elle peut sembler trop radicale, de la même manière que voilà, il y a du racisme chez la noblesse. Ce qui surprend, c'est que ces moments un peu de rejet, de réveil, ils viennent après des moments où on a été complètement en adhésion avec la pensée, en adhésion avec une argumentation, même si a priori, il n'était pas seul de notre bord politique. Enfin, ça, c'est quelque chose que nous racontent plusieurs spectateurs. C'est tout d'un coup ce trouble de trouver un modéré ou conservateur assez intelligent, etc., avant d'avoir un petit moment de recul. Ça intéresse beaucoup Joël Pomera, puisqu'il refuse absolument le manichéisme, les choses binaires. Il est intéressé par la complexité des situations et des personnages. Et donc c'est peut-être ça que vous désignez derrière l'humanité. Oui, il y a en tout cas une empathie certaine. Et si on avait posé des étiquettes, si on avait mis des noms sur les courants, effectivement, non, je veux pas, ou ça aurait été trop simple. Effectivement, oui, c'est une complexité. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a une humanité, justement. Puis après, il y a aussi une question de contexte qui fait qu'à l'époque, on n'était pas raciste, on était totalement xénophobe. C'était encore plus... Bien. On a travaillé en répétition sur l'apartheid, par exemple. C'est une analogie comme une autre, mais pour essayer de réfléchir à ce que c'est qu'une société de classe. Qu'est-ce que c'est que le mépris d'une classe ou d'une race par rapport à un autre groupe. Voilà, on a aussi beaucoup vu des gens odieux comme Zemmour et d'autres. Voilà, pour entrer. Vous êtes intéressé à l'Inde aussi? À l'Inde? Dans l'idée d'une société de classe? Oui, pardon, les castes, un peu, mais finalement, on est plutôt parti sur des discours d'apartheid. Enfin, dans un atelier un peu périphérique qu'on a fait à l'école du théâtre de Liège. On a fait travailler des jeunes acteurs sur un corpus de textes de l'apartheid, sur cette question précisément du mépris et de l'intransigeance entre les classes. Vous éduquez vraiment bien vos acteurs. Certains ont trouvé que c'était trop scolaire, ça ira. C'est vrai. Quel travail. D'autres ont adoré. Bon, voilà. Voilà. Guillaume Mazot, l'historien, c'est vrai, c'était un plaisir de l'avoir avec nous. Au début, Joël Pomera m'avait demandé de recruter un historien, mais il pensait que ce serait un peu comme l'avait fait Mouchkine, pour avoir des cours au début des répétitions. Et finalement, on s'est bien entendu, en fait. C'est encore une relation humaine. C'est même devenu un ami ensuite, Guillaume Mazot. Et on a décidé de faire un binôme dramaturge-historien, parce qu'on était vraiment complémentaires. Et je me suis mise à être historienne et lui dramaturge. Enfin voilà, les fonctions se sont mélangées. Alors, je vais devoir interrompre la le soirée temps passe maintenant, très, parce que très vite. le temps passe vite. Enfin, c'était vraiment passionnant, Marion. On te remercie vraiment Merci chaleureusement pour ta venue. Voilà.